L'orpaillage constitue la principale source de revenus pour des milliers de personnes au Mali. Ceci dit, c'est un secteur qui échappe au contrôle de l'État, ce qui a pour conséquence économique un manque à gagner pour l'État estimé à des milliards de francs CFA. Du point de vue environnemental et sécuritaire, l'orpaillage tel que pratiqué aujourd'hui constitue un danger pour l'ensemble de l'écosystème à cause notamment de certains produits chimiques utilisés. Comment expliquer ce manque d'organisation? Quel est le poids de ce secteur en termes de production aurifère et de main-d'œuvre? Quels sont les enjeux socio-économiques, environnementaux et sécuritaires de ce secteur? Orpaillage, à qui profite la désorganisation du secteur? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Vous qui nous regardez d'un peu partout en Afrique et particulièrement au Mali, je tiens à vous remercier. Notre débat de ce soir porte sur le secteur de l'orpaillage. Mais avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Ali Ntchidjara travaille depuis juin 2020 au sein de l'ONG canadienne Pact, dont la direction générale se trouve aux États-Unis. Au Mali, il est le directeur technique du projet Promouvoir un Mali sans mercure. Monsieur Diarra travaille essentiellement sur la formalisation, la mise en place d'une station de traitement d'or sans mercure et la cohabitation harmonieuse entre l'activité minière artisanale et industrielle. Avant de travailler à Pacte, le Malien de 40 ans a collaboré avec plusieurs entités dans l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. De 2019 à 2020, M. Diarra était consultant pays chargé de la formation des parties prenantes sur les MAP et le guide de l'OCDE relatif au devoir de diligence de minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Depuis 2016, Ali Ntchidjara travaille sur l'utilisation du mercure dans l'extraction de l'or, ce qui l'a amené à travailler avec Artisanal Gold Council et la GIZ Mali entre 2018 et 2019 en qualité de consultant. Depuis mars 2018, il collabore également avec l'ambassade des États-Unis au Mali sur la question de réduction du mercure et la réhabilitation d'anciens sites affectés par l'activité minière artisanale dans la région de Koulikoro. Du point de vue académique, Ali Diarra compte plusieurs diplômes dont une maîtrise en gestion des entreprises et politique économique obtenue en 2006 à la Faculté des sciences juridiques et économiques du Mali. C'est à la FSJE qu'il a également décroché sa maîtrise en sciences économiques en 2005 et sa licence en gestion des entreprises en 2004. Marié et père de famille, Ali Diarra est co-auteur des plans d'action nationaux du Mali et du Sénégal dans le cadre de la Convention de Minamata sur le mercure. Il est l'invité principal de Entreprendre. Ali Diarra, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur technique du projet Promouvoir un Mali sans mercure de l'ONG canadienne Pacte. Avant de parler de ce projet, pouvez-vous revenir sur les principales actions de votre ONG? Merci beaucoup, M. Amar. Merci à la télévision TM1 pour m'accorder cette chance vraiment de venir me présenter aussi, de parler de ce que je mène comme activité. Je vous remercie. Pacte est une ONG internationale d'origine canadienne, comme je l'ai dit. Notre siège c'est à Washington, D.C. Il y a de cela 3 ans que nous sommes en train de mener des actions ici au Mali, sous le financement du département américain. Et nous siégeons, le projet mène des activités plutôt dans la région des Cailles, précisément dans le secteur de Kenyeba, où nous avons un bénéficiaire du projet qui siège à Djidjankoda précisément.
avec qui nous assistons dans le cadre des technologies, des remplacements et des traitements d'or sans produits chimiques. Alors justement, en parlant de traitement d'or sans produits chimiques, c'est quoi le projet Promouvoir un Mali sans mercure? Et tout à fait, il y a différentes étapes effectivement. Le tout commence d'abord par ce qu'on appelle l'étape formalisation de l'activité. C'est-à-dire c'est de quitter, c'est un long processus d'ailleurs, de quitter l'étape, on dit informelle à l'étape formelle, c'est vraiment un long processus. D'ailleurs, c'est ce qui a pris pratiquement les 2 ans même de vie de ce projet, le temps de sélectionner des coopératives et tomber sur la bonne. Donc l'étape formalisation, c'est l'étape qui prend plus de temps. Et juste après, on a ce qu'on appelle l'étape de récupération, de proposition de solutions, soit de remplacement, des technologies de récupération, mais il faudra mettre l'accent, cette technologie est plus rentable que l'existant, parce que quand tu proposes, il faut mieux proposer, sinon les gars vont être obligés de retourner à l'étape initiale. Donc la dernière étape, ça c'est l'étape commercialisation, qu'on appelle le commerce responsable, c'est-à-dire de tracer depuis la chaîne de production jusqu'au marché international. En parlant justement de mercure, je vous invite à suivre ce grand reportage signé Marietou Diallo, montage Ibrahim Babi. Ici, c'est Touréla, situé à un peu plus de 30 km de Bamako. Dans ce site, à l'image d'autres du pays, l'orpaillage traditionnel cède peu à peu la place à l'orpaillage semi-industriel, voire industriel. Contrairement à d'autres lieux où cette activité est pratiquée dans le lit du fleuve, ici, c'est sur la terre ferme. Au-delà de l'artisanat minier, s'est construite une véritable économie de marché. Des boutiques, des restaurants, des bars, des hôtels de passe sont autant de lieux qui sont mis en place. Le site de Touréla a commencé en 2017. Actuellement, on ne peut pas donner un nombre de personnes qui travaillent ici, puisqu'on avait commencé les recensements, ça n'a pas été abouti. Certaines personnes rencontrées estiment qu'au moins 300 personnes travaillent sur place, au regard du nombre de maisons de fortune construites sur le site. Un nombre difficile à confirmer, puisque lors de notre passage, l'activité était au ralenti à cause notamment de l'arrêté interministériel interdisant l'orpaillage en période d'hivernage. Malgré cet arrêté, nous avons trouvé certains orpailleurs en pleine activité. Des jeunes, pour la plupart, s'introduisent dans des trous d'une dizaine de mètres de profondeur, sans équipement adéquat, pour sortir des pierres qui sont ensuite broyées avant d'être lavées avec certains produits chimiques tels que le mercure. Il y a des machines, on va à la crassière. Quand il brûle, on envoie ici, dans la urine. C'est là-bas on lave. Quand on lave maintenant, il y a quelque chose, on dit mercure. On met mercure sur ça, pour écraser. Ça va donner ce qu'il y a dedans. Le mercure est l'un des produits chimiques les plus utilisés dans le secteur de l'orpaillage au Mali. D'après le ministère de l'Environnement, il est utilisé dans plus de 80% des sites miniers du pays. Le mercure est généralement utilisé pour séparer l'or du minerai. Selon les spécialistes, les orpailleurs utilisent en moyenne 1,3 kg de mercure pour récupérer 1 kg d'or. Mɔgɔ caman de bɛ produit utiliser produit minnu bɛ bɔ kɔ kan a kɛra acide ye a kɛra mercure ye a kɛra cyanure ye o bɛɛ de bɛ utiliser Mali kɔnɔ bi mais a bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan mais minnu bɛna baara kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'o ye dunanw ye olu de bɛna n'a ye bon n'i y'a jateminɛ chambre dɔ de bɛ yen min kan ka anw sensibiliser n'olu ko sugu ninnu ye produit utiliser ni produit baara cogo ye ani dama baara yɔrɔ. Bon, mais vraiment, le président de la Fédération des orpailleurs reconnaît la dangerosité et les conséquences de l'utilisation des produits chimiques sur l'environnement en matière de toxicité et de contamination de la chaîne alimentaire. Mais pour lui, la responsabilité est partagée. Moi, j'ai commencé à faire l'interdiction des produits chimiques depuis que je suis nommé comme le président de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali. Je suis en train de lutter ça. Puisque même si tu casses n'importe comment, même si tu crées des trous, de mettre des produits là-dedans, si j'arrive du terrain,
quel qu'en soit. J'ai fait 12 ans, je suis l'orpaillage. Moi-même, 12 ans. De 2000 à 2012. Je connais tous les systèmes que les orpailleurs font. Moi, je vais faire sortir les produits là. Mais nous, on a des difficultés. Des fois, si on sait des produits, pour amener au DNCP, ils vont dire qu'ils n'ont pas de temps de mettre des produits. Il faut que nous-mêmes, on va lui donner de l'argent encore pour détruire des produits. Il faut que l'État prenne sa responsabilité pour organiser les sites d'orpaillage. En effet, bien étant la première source de revenus pour plusieurs familles, notamment celles qui vivent dans les zones minières, le secteur de l'orpaillage est très peu organisé dans le pays, ce qui expose les artisans miniers à de nombreuses difficultés. An bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ an bɛ si ɲɛnɛ an bɛ tile a la puisque an bɛ mɔgɔw kɔlɔsi an tɛ se ka da o ni dɔw bilala ɲɔgɔn na an de bɛ taa ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ka bɛn k'a la. Les orpailleurs, on a beaucoup de difficultés dans les sites d'orpaillage. Tous les anciens endroits qu'on doit travailler ici, il y a les Chinois qui sont en train de travailler là-bas illégalement. Ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas d'autorisation. Mais on ne peut pas toucher avec des Chinois. Si on dit qu'on va toucher avec des Chinois, ils vont dire qu'on n'a pas de services techniques. Même si on fait les signaler les Chinois, ça n'aboutit pas. Contrairement à l'activité industrielle qui bénéficie d'un cadre législatif et réglementaire depuis des années, ce n'est qu'à partir de 2015 que les mines artisanales ont commencé à susciter l'intérêt des pouvoirs publics. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui viennent donner un peu d'argent à un chef de village, un peu d'argent aux autorités judiciaires, un peu d'argent à la police, etc. etc. Le tout organisé autour d'un document illégal qu'on donne et qu'on vient exploiter illégalement. Et quand on exploite illégalement, on recrute illégalement les gens. L'État ne perçoit pas les taxes. L'État ne perçoit pas les cotisations sociales parce qu'il n'y a pas de recrutement déclaré. L'État perd les bras valides. L'État n'assume pas sa responsabilité de protéger les biens et les personnes. L'État n'assume pas sa responsabilité de protéger du point de vue écologique l'environnement. L'État n'assume pas la responsabilité juridique. C'est que c'est l'État malien même qui, quelque part, est débonnaire, est irresponsable, incapable de faire face au minimum vital, au minimum juridique pour réguler ces secteurs-là. L'or occupe une place centrale dans l'économie nationale. En 2022, le Mali a enregistré une production de 72,2 tonnes, dont 6 tonnes du secteur de l'orpaillage. D'après les données du ministère des Mines, l'or représente 75% des recettes d'exportation, 25% du budget national et 10% du produit intérieur brut. Mais la désorganisation du secteur de l'orpaillage entraîne un manque à gagner pour l'État. Pour mieux organiser le secteur minier et ainsi augmenter ses revenus, le Mali a adopté récemment un nouveau code minier. De façon concrète, aujourd'hui, il faut que les taxes qui sont prélevées soient investies dans ces zones, premièrement. Deuxièmement, il faut une présence permanente de l'État. Et troisièmement, aujourd'hui, il faut l'application de la loi. Le nouveau code minier doit être appliqué à la lettre et qu'il n'y a pas de connivence là-dessus. Et troisièmement, il faut aujourd'hui que l'État assume sa responsabilité face à l'histoire, face aux populations. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, le nouveau code minier devrait rapporter par an au budget de l'État en moyenne 500 milliards de francs CFA. À travers les réformes du code minier, l'État entend porter la contribution de l'industrie minière à 15 voire 20% du PIB. Nous allons bien sûr revenir en détail sur certaines choses qui ont été dites dans ce reportage. Monsieur Diarra, avant de vous donner la parole sur ce reportage, permettez-moi de présenter nos autres invités. Soumaïla La, vous êtes expert consultant en industrie extractive. Khalid Dembélé, vous êtes économiste. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Bonsoir. 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 Alors messieurs, lorsqu'on parle de l'orpaillage, il y a une phrase qui revient le plus souvent, c'est désorganisation ou manque d'organisation dans le secteur. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, Soumaïla? Désorganisation, c'est quand même une réalité. Je pense qu'il serait essentiel, avant d'aller en profondeur, de peut-être mettre du contenu sur les mots. L'orpaillage, c'est toute activité d'extraction de l'or
faite de façon, on va dire, rudimentaire, suivant des couloirs définis par l'État. Ça, c'est l'orientation qui est donnée par le code minier. Mais dans la pratique, c'est une toute autre réalité. Pour pouvoir extraire artisanalement, ou si vous voulez traditionnellement l'or, la loi dit qu'il faut obtenir une autorisation des collectivités. La loi dit qu'il y a des traitements à respecter, il y a un certain nombre de procédures à respecter. Dans pratiquement 90% des cas, vous verrez que ce que la loi dit n'est pas respecté. Exactement. Donc ça, c'est un défi qui perdure depuis plusieurs années. Vous avez aujourd'hui, de façon globale, à peu près 400 placères, c'est-à-dire 400 sites d'exploitation artisanale, 400 sites d'orpaillage. Et sur les 406, vous avez plus de 500 000 personnes qui travaillent de façon quasi quotidienne. Bien sûr, on va revenir sur ces chiffres en détail. Khalid Dembélé, des organisations aussi, c'est ce que vous dites par rapport à ce secteur? Oui, des organisations par rapport à ce secteur, mais qui n'est pas spécifique à ce secteur-là. Si vous prenez l'économie malienne, vous allez vous rendre compte que l'informel, dans plusieurs secteurs, occupe une place très centrale. C'est dû aux caractéristiques même, à la spécificité du type d'État que nous avons aujourd'hui, sur le plan de la réglementation, sur le plan de la formalisation. Donc quand on revient au secteur qui nous réunit aujourd'hui, par rapport à cette discussion, il est évident qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui non seulement est désorganisé, mais aussi et surtout cause beaucoup de torts en termes de recettes, en termes de rentrée budgétaire par rapport à l'économie malienne. Alors, comment expliquer cette désorganisation à Lydiara? Quand tu regardes un peu les différents codes de 91 en passant par 99, 2012, 2019 et mais récemment 2023, même si on attend encore le décret d'application, il est bien défini cette activité. Et du point de vue dans un couloir, et du point de vue équipement pour l'excavation, et du point de vue processus de traitement. Et malheureusement, cela n'est pas respecté sur le terrain. C'est ce qui mène généralement à ces désordres-là. Mais justement, pourquoi ce n'est pas respecté? L'État, en réalité, la faute revient à l'État. L'État a laissé cette activité évoluer à elle seule pendant très longtemps. La preuve, quand tu regardes un peu entre les codes de 2019 et le code de 2022, il y a eu une ruée en 2012, en 2010. En principe, l'État devrait anticiper sur cette question en ne voulant pas interdire les intrants chimiques, mais en essayant peut-être de les recadrer et de les formaliser. Mais malheureusement, encore en 2022, on dit interdiction des produits chimiques. Souvent, on a l'impression qu'on ne veut pas organiser ce secteur, ou ce secteur est laissé à elle-même. Et c'est ce qui amène généralement ces désordres et ces paradoxes entre l'activité et même les textes en vigueur. Monsieur, justement, avant de rentrer en profondeur, de parler de façon spécifique de l'orpaillage, essayons un peu de planter le décor sur la production d'or, sur déjà la place de l'or au Mali à travers cette première infographie. On parle donc de 25% du budget national. Quand on parle de l'or, 75% des recettes d'exportation proviennent de l'or et l'or, c'est minimum 10% du produit intérieur brut. Khalid Dembélé, ça montre tout de suite l'importance de ce secteur? Évidemment, ça montre à quel point l'or constitue un élément moteur, un élément stimulateur pour la croissance économique. Toute la problématique, c'est est-ce que ce moteur-là, est-ce que cette stimulation, est-ce que l'or brille pour, on va dire, les Maliens? La réponse au jour d'aujourd'hui, elle est évidemment non. Pour revenir un peu, avant de toujours continuer avec le commentaire de ces statistiques, pourquoi c'est un secteur autant envié, convoité, mais dont on a vraiment du mal à organiser, dont on a vraiment du mal à tirer profit. Vous êtes dans un pays où c'est une situation d'insécurité chronique. C'est un premier facteur qui effectivement pousse
une classe de la population, notamment les jeunes désœuvrés, à voir en cette activité-là une alternative, une source de revenus. Donc c'est plus facile d'entreprendre dans ce secteur, le secteur de l'orpaillage? C'est plus tentant. C'est plus tentant pour les jeunes de cette localité, mais aussi et surtout les jeunes d'autres localités qui voient qu'à moins de 6 mois, si ça marche pour toi, effectivement, tu peux t'offrir un certain nombre de trains de vie très facilement. Le second aspect, c'est qu'il y a d'autres statistiques données par des ONG qui évoluent dans ce secteur-là. Si vous prenez la population, on va dire, d'orpailleurs, on va dire, qui excellent dans ce domaine-là, c'est pas moins de 500 000 personnes. Et la majorité, c'est effectivement des jeunes. Ça nous renvoie à la question de l'État. Qu'est-ce que l'État fait pour prendre en charge, pour donner plus de perspectives? Donc, quand vous regardez ça, vous allez vous rendre compte que oui, 25% du budget national, 75% des recettes d'exportation, 10% de la croissance économique parce que c'est le PIB. Tout de suite, on se pose la question, mais quelle est la place de l'orpaillage dans cela? Qu'est-ce que l'État perd si on arrive à structurer, qu'est-ce qu'on gagne? Et tout de suite, il y a des ONG qui nous disent que ce pourcentage-là, la moitié, elle est produite par effectivement les orpailleurs qui ne sont même pas déclarés par la plupart du temps. Donc il reste un immense défi, un grand défi pour effectivement faire face à ces enjeux-là. On va voir justement cette autre donnée qui va nous amener à parler de la production d'or au Mali, une production globale. Je vous donne la parole juste après Soumaïla Alla. En 2022, le Mali a produit 72,2 tonnes, soit une hausse de 4% par rapport à 4,4% par rapport à l'année d'avant. Et dans cette production, quand on prend seulement la production industrielle, c'était de 66,2%, une production de 67,7 tonnes. Et voilà, donc en perspective par rapport à 2023. À chaque fois, on essaie d'augmenter cette production globale là, en ajoutant simplement 6 tonnes sur la production industrielle. Comment ça se passe, Soumaïla Alla? Moi, je voudrais rebondir sur la question précédente. Personnellement, je suis très mal à l'aise quand on dit que l'or ne brille pas pour les Maliens. C'est une expression qu'on utilise depuis une dizaine d'années. Je dirais que l'or brille pour les Maliens. Mais l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui laisse à désirer. Quand vous avez 25% de votre budget aujourd'hui qui est tiré d'un secteur, quand vous avez 75% des recettes d'exportation qui est tiré de ce secteur, quand vous avez 10% de votre PIB qui est tiré de ce secteur, véritablement, ce secteur contribue de façon efficiente, on va dire, à l'économie et, on va dire, au quotidien des populations. Maintenant, l'utilisation qu'on en fait, il y a 25% de part qui va à l'économie, ces 25% sont utilisés comment? C'est ça la question. L'essentiel va dans le fonctionnement. Et c'est là où il y a un malaise. L'essentiel doit aller dans l'investissement, mais ce n'est pas le cas. L'essentiel va dans le fonctionnement. Je suis tout à fait d'accord aujourd'hui qu'on peut mieux faire. Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, le secteur tel qu'il est configuré ne répond pas véritablement à ce qui doit être les aspirations du pays en la matière. Je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, mais véritablement, l'or brille pour le Mali, mais c'est l'utilisation qu'on fait des retombées qui laisse véritablement à désirer. Khalid, je vous laisse reprendre, après je donne la parole à Ali Diarra. Je pense que le français est délicat et les mots ont un sens. L'efficience et l'efficacité à moindre coût. Je suis en antipode de ce que M. Soumaïla vient de dire tout à l'heure. Quand on dit l'or ne brille pas pour le Mali, c'est effectivement dans l'utilisation. Ces recettes-là qu'on en tire. C'est sa contribution dans le budget, sur le terrain, sur l'impact de la population locale. Les attentes sont toujours de plus en plus présente. La question n'est pas est-ce qu'on arrive à extraire, est-ce qu'on arrive à gagner des recettes avec, ce n'est pas la question là. Le fait de dire briller, ce n'est pas à ce niveau-là. L'or ne brille pas. Pourquoi? Parce que quand on voit sa contribution dans la recette, quand on voit sa contribution au niveau de la croissance économique, 10%, c'est pas quand même négligeable. Mais quand on voit les localités, les infrastructures réalisées dans ces localités-là, les emplois créés dans ces localités-là, les services de santé créés dans cette localité-là, on se pose véritablement la question, les populations locales de ces différentes régions gagnent véritablement en termes d'avantages comparatifs quoi en laissant, parce que n'oublions pas, l'or est une ressource épuisable.
toutes les régions n'en ont pas. Les quelques régions qui en ont, ça doit au moins à travers le pays servir ces régions-là. Quand on dit servir, pas à minima, pas quelques goudrons, pas quelques centres de santé, mais véritablement participer au plan de développement de ces régions-là. Aujourd'hui, le constat est amer, mais il faut le reconnaître, les attentes demeurent encore beaucoup plus grandes quant à la capacité de ce secteur-là à permettre aux Maliens de vivre mieux. On va bien sûr revenir sur le développement du contenu local, mais avant, je vais juste entendre Ali Diarra, s'il vous plaît. Ali, on ne va pas refaire le débat sur cette question qui à chaque fois suscite toujours des polémiques. Est-ce que l'or brille ou ne brille pas pour le Mali? Mais ce qu'on remarque, c'est que malgré la crise, malgré les nombreuses crises que le pays traverse, la production de façon globale est toujours en augmentation. Oui, tout à fait. Et je vais peut-être même me baser effectivement sur cette activité de l'orpaillage toujours, parce que si tu vois que de 2012 à nos jours, le pays a pu vraiment s'en sortir, c'est que d'une part, il y a l'orpaillage qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre, que ce soit direct ou indirect. Il a dit, mon cher Dambélé, il dit environ 500 000 personnes. Ça, c'est de façon directe, je le dirais. Sinon, ça frôle les 1 million, le nombre d'intervenants dans le secteur. Et aussi, ce qui est important, la manne financière qu'elle crée, généralement, reste en grande partie dans les pays pour ce qui concerne l'artisanat minier. Donc, les gens disent, contrairement aux industriels, mais l'or aussi, il faut reconnaître qu'il leur brille pour le Mali. Mais ça a des connotations où c'est là même qui interprète effectivement cette définition de dire que l'or ne brille pas. L'orpaillage, certes, l'État il tire moins, il tire moins de profit. Je vais à titre d'exemple même citer des chiffres pour une ONG. C'est d'abord même UN Comtrade. Ils ont publié un rapport en 2021 où ils ont comparé la production d'or de 2019 à 2021, et à Dubaï, c'était autour de 174 tonnes d'or. Ça double même la production industrielle. Mais là, la question est de savoir d'où vient tout cet or. C'est venu du Mali. Mais est-ce que réellement le Mali aussi, c'est la source d'origine de cette production? Donc, si l'État il veut mieux capter, effectivement, ça peut vraiment servir mieux à l'État. Contribution de l'orpaillage dans la production globale. On va voir ce chiffre. On parle de 6 tonnes, je le disais tout à l'heure. Chaque fois, quand on veut calculer la production globale, on prend la production industrielle, on fait une addition, on ajoute 6 tonnes. Messieurs, comment est-ce que ça marche concrètement? Pourquoi 6 tonnes? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Avant de répondre à cette question, Khalil l'a dit, le français est très subtil. Quand on dit que l'or brille pour les Maliens, en fait, il ne s'agit pas, in fine, de ce qui est fait ici de la valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée qui est créée. Maintenant, est-ce la faute des industries extractives si les gouvernements en face ou les politiques en face ne permettent pas d'investir dans les localités où on extrait de l'or? Non. Ça, c'est un problème de gouvernance structurelle qu'il faut corriger en amont, avant de tout le temps être dans une question de jeter l'opprobre sur l'autre. Je voudrais, si vous avez votre permission, la question, encore une fois, de gouvernance structurelle, de valeur ajoutée, de mon point de vue, sont liées. On ne dit pas est-ce qu'on tire de l'argent dans l'extraction minière. Je l'ai dit tantôt, les chiffres sautent à l'œil. 75% des recettes d'exportation, de façon formelle, c'est déjà ce qu'on peut faire. Mais maintenant, la question, c'est que qu'est-ce que cela nous sert? Continuer dans cette dynamique-là, appauvrir davantage ces régions-là, ces localités-là, ces populations-là, sans que véritablement un impact économique de façon structurelle sur le long terme ne puisse être construit. De mon point de vue, c'est là où la problématique, est-ce que l'or brille pour effectivement les Maliens se pose. Quand on dit cela, on ne remet pas en cause. Il ne s'agit pas de jeter de leur propre sur une société. Non, c'est de dire que nos dirigeants, l'État doit faire en sorte qu'on puisse davantage reprendre en main ce secteur-là et faire en sorte que ça puisse mieux servir le pays comme il se doit. Messieurs, justement, dans la seconde partie, on va justement parler des pistes de solutions, mais pour faire comprendre d'abord à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, comment le secteur est organisé, quels sont les enjeux autour.
Je vous invite à regarder cette autre donnée qui nous amène à parler des sites recensés et de production annuelle donc d'or au Mali. On parle des chiffres officiels parlent de 355 sites recensés. Là, on parle des sites recensés, ça ne veut pas dire qu'il y a pas plus, mais là, les sites recensés, on a 355 de façon officielle. La production moyenne donc du secteur de l'orpaillage est de 24 tonnes, donc je le disais tout à l'heure, donc 24 tonnes par an. Je disais tout à l'heure, c'est un quart à peu près de la production qu'on a pris pour le secteur de façon globale. Messieurs, comment justement est-ce que ce calcul se fait? Par exemple, pour les industriels, ça se passe comment? Ce sont eux qui font des déclarations pour dire « nous, on a eu tant cette année » ou c'est l'État qui a des structures de contrôle? Comment on essaie d'évaluer de façon concrète cette production? L'impôt est déclaratif au Mali et très souvent, c'est sur la base des revenus déclarés par les sociétés minières que se fait le décompte. L'État a toujours la possibilité de faire des contrôles, faire des contrôles justement, mais très souvent c'est sur la base de ce que les sociétés minières déclarent que le calcul est fait. Maintenant, pour ce qui est de l'orpaillage, il n'y a véritablement pas de contrôle. Déjà, les chiffres ne corroborent pas. Quand d'un côté, vous avez le ministère des Mines, par exemple, qui dit qu'il y a eu 6 tonnes de production annuelle, vous avez de l'autre côté la Chambre des Mines qui parle de 20 tonnes. Et de l'autre côté, Ali l'a rappelé, de l'autre côté, vous avez les Émirats Arabes Unis qui déclarent, par exemple, qu'il y a eu 66 à 70 tonnes d'or en provenance du Mali. 174 tonnes. Juste en fonction des années. Et quand on sait, c'est peu probable de façon logique parce que l'essentiel des productions industrielles sont acheminées vers l'Afrique du Sud, l'Australie et la Suisse. Tout à fait. Et c'est pour quelque part dire que ces 174 tonnes représentent uniquement l'artisanat minier. Ouais. Et l'État n'a pas de visibilité sur cette exportation en quantité. Alija. Oui, merci. Au fait, pour ce qui concerne le contrôle des productions industrielles, moi je pense que là c'est déjà connu, le secteur il est formel. Et pendant les levées d'or, le département il est représenté soit par la douane, le ministère de l'économie et des finances, la DNGM est représentée, je crois la société mère même elle est représentée. Donc ça c'est et puis aussi les rapports de vente. Donc là-bas il n'y a pas de souci à faire, ça c'est déjà déclaré. Maintenant pour ce qui concerne l'orpaillage, je vais vous rappeler, il y a un document disponible, le rapport du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et il y a eu l'inventaire du mercure en 2018-2019. Le rapport a été validé, je crois, en 2020, où j'étais même acteur, l'expert national, qui faisait partie de l'inventaire du mercure. Pendant l'inventaire, on a répertorié les sites, c'était autour de 320 sites. Et la quantité de mercure produit, c'était dans les 30 tonnes, et l'or produit, c'était dans les 26 tonnes d'or. Chiffre officiel. Donc, en moyenne, quand même, de toutes les façons, on dépasse les 20 tonnes. Peut-être les 6 tonnes, peut-être les gens n'ont pas mené d'études scientifiques sur la question. Donc, on le maintient toujours soit en 3 tonnes, 4 tonnes, voire 6 tonnes maximum. Ce qui fait que le Mali, même si c'est anecdotique, le Mali occupe la 3e place. C'est vrai que si on ajoutait les 20 tonnes, le Mali serait certainement premier. Khalid Dembélé. Oui, ça nous renvoie toujours à la question de l'informel. Comment faire pour mieux réglementer le secteur? Comment faire pour effectivement donner davantage plus de perspectives à ces milliers de personnes-là, à ces milliers de jeunes qui évoluent dans ce secteur? Il est plus facile pour nous autour de ce plateau pour dire l'orpaillage coûte très cher pour l'État et on doit faire tout pour effectivement y mettre un terme. Vous avez des centaines de milliers de jeunes qui vivent de ça, qui prennent en charge leur famille dans cela, sans lesquelles activités, demain ou après-demain, ces mêmes personnes vont se retrouver sans perspective. Donc tout cela nous renvoie au type d'État. Encore une fois, j'insiste là-dessus, à la stratégie de développement, encore une fois, à comment faire pour mieux structurer ce secteur-là, afin que toutes les parties prenantes puissent effectivement tirer leur épingle du jeu. Mais monsieur, justement, en parlant du manque à gagner, quand on voit ces chiffres, on parle de 355 sites au moins dans le pays, on parle d'une vingtaine de tonnes produites dans le secteur, mais en termes de revenus pour l'État,
le manque à gagner, à combien peut-on l'estimer? Ou c'est impossible de l'estimer? Il est quasiment impossible d'estimer ça. On peut peut-être donner des chiffres par approximation. En prenant par exemple le 24 tonnes sur les 72,2 tonnes, on ne va pas les ajouter. Mais quand on prend 72,2 tonnes, on rapporte combien à l'État? On peut effectivement faire un jeu de calcul en moyenne, trouver la moyenne de 24 tonnes. On peut dire sans se tromper que c'est des milliards de francs CFA. Mais sans se tromper. C'est simple le calcul. Hein. Il faut seulement peut-être se baser sur l'angle taxe d'exportation de 3%. Il faut calculer 3% sur le 24 tonnes. Ça fait des milliards de francs CFA. Donc, oui, encore faudrait-il que ça soit 24. Quoi. Voilà, c'est ça, au moins, parce qu'on a en face les 24 tonnes. Si tu prends un peu les 3% des 24 tonnes à l'exportation, ça fait aussi des milliards de francs CFA. Une manne financière dont l'État a besoin à la date d'aujourd'hui pour vraiment faire face à beaucoup de situations financières. Messieurs, puisqu'on parle du manque à gagner pour l'État, on parle des difficultés liées au secteur, messieurs, parlons un peu de ceux et celles qui évoluent dans le secteur, qui n'ont trouvé d'autre voie que l'entrepreneuriat dans le secteur de l'orpaillage. On va voir cette donnée qui nous amène à parler de la main-d'œuvre dans le secteur. On parle, et vous l'avez dit précédemment, on parle de minimum 500 000 personnes qui évoluent dans le secteur, dont 40 000 mineurs, donc jeunes enfants, d'après plusieurs ONG, dont Human Rights Watch. Je pense que c'est quand même un vecteur, un levier économique, on va dire, assez important aujourd'hui. Pendant très longtemps, le secteur a été négligé par les autorités. Aujourd'hui, il y a une volonté de régulation qui se met en place petit à petit. Et il y a des études aujourd'hui qui nous révèlent que 92% des jeunes qui sont sur les placières disent être venus pour des opportunités d'emploi et pour des opportunités économiques. Donc ce n'est pas rien. Et vous avez jusqu'à 60% de ces jeunes qui n'ont pas reçu d'instruction. Et vous avez jusqu'à 60% qui représentent la tranche d'âge de 25 à 35 ans. Donc c'est pour dire que la main-d'œuvre dans les placières est une main-d'œuvre très jeune. Et cette main-d'œuvre, au-delà de tout ce qu'on peut aborder comme aspect négatif du secteur, cette main-d'œuvre aujourd'hui contribue à un certain nombre d'opportunités, à la création d'un certain nombre d'opportunités économiques dans les zones. Vous avez en tout cas 500 000 emplois qui sont pourvus. Et si on fait le comparatif avec le secteur industriel, c'est moins de 15 000 emplois. Tout à fait. C'est moins de 15 000 emplois. Au-delà de ça, vous avez des opportunités économiques qui sont, on va dire, qui se créent autour des placières, c'est-à-dire des personnes qui viennent, qui offrent des services, etc., etc. Les communes dans lesquelles les placières sont situées bénéficient d'un certain nombre de retombées en termes de manne financière. Il y a toute une économie parallèle qui se crée, mais qui malheureusement n'est pas happée par l'économie nationale de façon efficiente. Ali Diarra, quand on parle de 40 000 mineurs qui évolueraient ou qui évoluent dans le secteur, on parle là forcément de travail d'enfants forcés où il y a des nuances à avoir. Ok, c'est très important d'éclaircir effectivement à ce niveau. Au Mali, j'ai pratiquement mis pied dans tous les sites d'orpaillage du Mali, y compris les régions du Nord. Donc au Mali, et contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de travail forcé des enfants sur les sites. Il y a ce qu'on appelle le travail socialisant. À titre d'exemple, un forgeron qui va à la forge, il va amener son enfant avec lui pour l'assister, il va apprendre à imiter son papa dans un futur. Et généralement, c'est ce qui se passe sur le terrain, où des enfants qui vont accompagner leur maman pour aller faire le babysitter, peut-être prendre le petit frère ou la petite sœur, le temps que la maman fait face au travail. Sinon, je n'ai pas vu cas de travail forcé des enfants au Mali. Mais à Siama, précisément, dans la région de Sikasso, j'ai vu des cas, mais c'était des étrangers, que je ne saurais peut-être décliner leur nationalité, qui amènent des enfants depuis l'étranger, c'est des pays voisins du Mali, limitrophes du Mali, et qui font effectivement travailler des enfants qui ne sont pas seulement à l'âge de travailler et qui font le travail de façon forcée. Mais c'est des étrangers. D'accord.
Moi, je pense qu'il faut peut-être, c'est une façon certainement de qualifier la chose. Le travail des enfants sous toutes ces formes-là, je pense que c'est interdit. Il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. Disons les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde ces chiffres-là, c'est caractéristique même de ce qu'on appelle le secteur même de l'emploi au Mali, de la précarité dans laquelle les gens se retrouvent dans notre pays. Vous êtes dans un pays où 49% de la population a moins de 24 ans. Quand on regarde ces statistiques-là, 500 000 jeunes, la majorité est très jeune, 40 000 enfants, ça veut dire que les gens ont besoin de travailler. Les gens je ne dirais pas forcé ou pas forcé, mais il y a la nécessité de gagner de revenus. Il y a la nécessité de faire face à sa vie, de satisfaire ses besoins. C'est ce qui fait que oui, on a effectivement une grande majorité d'enfants qui se retrouvent sur ces sites-là, soit parce que leur papa ou leur maman les a amenés, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les inscrire à l'école, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les inscrire dans d'autres métiers, donc ils les amènent ici pour qu'ils travaillent ensemble, parce que c'est ce qu'ils rapportent également, parce que c'est la seule alternative localement qui leur a été effectivement offerte, compte tenu de la situation actuelle de notre pays. Alors, donc on précise qu'au niveau des sites d'orpaillage, sur les 355, il n'y a pas que les Maliens qui travaillent. Il ne s'agit pas justement de citer des nationalités, notamment des pays voisins. Mais tout à l'heure, dans le reportage, on a une personne qui disait qu'on a des Chinois qui travaillent sans permis. On a des gens qui travaillent sans permis. Quand il dit sans permis, il y a d'autres qui ont des permis, c'est ça? Ce que les Chinois font, je dirais que ce n'est même pas de l'orpaillage. C'est ce que le code qualifie de petite mine. Parce que dès que l'exploitation est mécanisée, motorisée, très souvent, on ne parle plus d'orpaillage, on ne parle plus de moyens rudimentaires. Pardon de vous couper 2 secondes. Précisons que les Chinois, eux, ils travaillent avec justement des machines. Justement. Et j'ai cru comprendre que c'est 2-3 mois sur un site, après ils partent ailleurs. On saurait parler d'orpaillage, exactement. Ce n'est pas du tout de façon artisanale. Et c'est véritablement un casse-tête et pour les secteurs et pour les autorités. Il y a évidemment énormément de complicité parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des étrangers arrivent sur un site avec des machines, commencent à forer, explorer, exploiter, et au bout de 3 mois, détruisent mais de façon abyssale l'écosystème de la zone, sans qu'il y ait des représailles et sans que ces personnes soient rappelées à l'ordre au moment de l'exploitation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de complicité, et de ce qui nous revient très souvent, on nous dit qu'il y a beaucoup de dessous de table. Beaucoup de dessous de table, ça c'est une réalité. Et de ce qui nous revient, on nous dit que même ceux qui sont arrêtés sont soit relâchés, soit arrivent à se faire délivrer des permis en des laps de temps records. Donc c'est véritablement, comme on l'a dit, à ce niveau de la responsabilité de l'État, et c'est à l'État de mettre en branle ses services pour que de telles situations soient derrière nous. L'activité de l'orpaillage est acceptée de tous, hein, contrairement à ce que les gens pensent, tant qu'elle est menée dans un cadre comme cité, comme consigné dans le code. Mais maintenant, machine contre machine, d'abord les détenteurs de titres ne vont pas accepter. Et aussi, comme on l'a rappelé au début de cette émission, que l'État s'est absenté pendant très longtemps. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, des personnes extérieures à la mine, tels que les étrangers, ce ne sont pas les Chinois, il y a aussi même des nationaux maliens qui le font, qui vont aller faire de ce qu'on appelle une exploitation illégale en utilisant des équipements qui ne sont pas habilités dans l'activité de l'orpaillage. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait maintenant sur le terrain. Et les tomboulements même qui étaient censés même gérer l'activité va au-delà vraiment de leurs compétences. Donc vous verrez maintenant que les orpailleurs sont utilisés à titre de manœuvre. Donc ce sont les bailleurs de fonds qui amènent les équipements, qui fournissent des intrants, tels la nourriture, tel l'argent pour faire extraire l'or. Donc pratiquement, la chose a carrément changé de connotation qui était vraiment l'orpaillage. Khalid, est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y a certains orpailleurs qui empiètent sur le terrain des industries extractives? Là aussi, comment ça se passe exactement? Tout ça, c'est une question de zone d'intervention, mais aussi surtout d'organisation et de réglementation. Si sur le terrain, il n'y a pas assez de contrôle, si sur le terrain, il n'y a pas assez de suivi
si sur le terrain il n'y a pas des personnes légitimes qui puissent effectivement intervenir au moment venu pour dire non, voici votre limite, vous ne devez pas dépasser ici, voici votre limite, vous ne devez pas dépasser ici. Même quand les deux parties ont des permis, ça peut arriver que voilà, une partie empiète sur effectivement la zone d'exploitation d'une autre partie, soit voilà, par envie, soit parce que voilà, il veut créer des problèmes avec l'autre. Donc je me dis que tout cela renvoie à aujourd'hui comment faire, encore une fois, je l'ai dit tantôt, reprendre ce secteur-là en main et faire en sorte que les parties prenantes puissent effectivement tirer profit. L'orpaillage a de lourdes conséquences sur l'environnement à cause notamment des produits chimiques bon marché qui sont utilisés pour extraire l'or du minerai. Nous en parlerons dans la seconde partie que je vous invite à suivre dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de nous être fidèles. Je suis toujours en compagnie de nos trois experts, Ali Diarra, Soumaïla Alla et Khalid Dembélé. Je vous rappelle que notre thème porte ce soir sur l'orpaillage. Messieurs, on a parlé des conséquences tout à l'heure. On a fait un état des lieux, on a expliqué aussi donc les difficultés que certains rencontrent. Parlons un peu de l'aspect environnemental en regardant cette infographie qui va nous emmener à parler de l'utilisation du mercure au Mali. On parle d'une utilisation à hauteur de 80% dans les sites miniers au Mali. Une tonne d'or nécessite au moins 1,5 tonnes de mercure et 36 tonnes illégalement introduites dans le pays par an. La région de Caï serait la région la plus impactée par le mercure. Ali Diarra, vous êtes spécialisé donc, sur ces questions de mercure. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette question de mercure? Pourquoi le mercure et pourquoi pas une autre substance ou un autre produit chimique? Intéressant la question. Pourquoi le mercure, c'est vraiment intéressant? Parce que auparavant, il n'y en avait pas. C'est ce que les gens disent, pourquoi on ne peut pas faire cette exploitation de l'or sans faire recours au mercure? Parce qu'on est en face de d'autres types de minéraux qui, il faut le faire par procédé de traitement au mercure pour l'extraire. À titre d'exemple, il y a de cela 20 ans en arrière, quand l'orpailleur cherchait l'or, il pouvait voir l'or à l'œil nuit. Là, c'était facile à récupérer. Maintenant, il y a de l'or que les gens prennent, qu'on peut voir à partir d'une loupe. C'est cet or-là, c'est ce minerai-là qui est écrasé, broyé. Donc, par des procédés chimiques, on ne peut plus attraper cet or. Il faudra agir de façon chimique pour vraiment récupérer l'or, d'où l'intervention des intrants chimiques qui est généralement le mercure et plus loin encore le cyanure. Donc il est devenu, comme on le dit aujourd'hui, un mal nécessaire pour cette activité. Oh, messieurs, je vous donne la parole après cette infographie qui va nous amener à parler du prix du mercure. On parle d'un prix allant de 1500 francs CFA à 2000 francs CFA 10 grammes. C'est à cause du coût relativement, arrêtez-moi si je me trompe, relativement bas que le mercure est assez utilisé? C'est facile à traiter et individuellement, on peut banalement faire un traitement sans contrainte, c'est moins contraignant. Il y a ça aussi qu'il faut rajouter. Au-delà de cette contrainte et du coup, c'est quand même un produit aujourd'hui qui est quasiment prohibé. C'est prohibé, justement. Je crois. C'est interdit ou ce n'est pas? Je crois que c'est interdit dans l'utilisation de l'orpaillage, c'est ça? C'est interdit, ils le disent. Moi, ces termes interdiction, ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au tout départ que le Mali est signataire de la convention de Minamata sur le mercure. Dans cette convention, il est dit, tant que les pays signataires de cette convention ne parviennent pas à trouver une solution alternative au mercure, il n'a pas droit à l'interdire. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu interdis l'usage du mercure sur un territoire donné, sur les sites d'orpaillage, les gars, ils vont amalgamer et faire le blé à la maison. Donc, il faut plutôt aller vers un système comme notre projet d'ailleurs parle de promouvoir un Mali sans mercure, proposer des solutions alternatives de réduction dans un premier temps et d'élimination à long terme.
Et malheureusement, depuis la signature de cette convention jusqu'à cette date, l'État n'a pas posé d'acte allant dans le sens vraiment du respect de cette convention. Oui, il y a quand même véritablement, on va dire, une dichotomie entre cette convention et quand même une atteinte à l'ordre public environnemental. Aujourd'hui, c'est l'environnement, l'écosystème des sites d'orpaillage qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est des impacts sur la faune, la flore et les personnes. Et je pense que si entre cette convention, s'il faille faire un choix entre cette convention et cet ordre public, je pense que c'est l'ordre public qui doit l'emporter. Maintenant, comme on l'a dit, comme Khalil l'a dit aussi, il y a toujours ce problème de capacitation, on va dire, de l'État à trouver des alternatives, des solutions face à un certain nombre de choses qui sont considérées comme des enjeux aujourd'hui. Je pense qu'il est aujourd'hui important que l'État se penche sur ces alternatives-là. Il y a des alternatives qui existent, qui sont utilisées dans d'autres pays, et l'État peut prendre exemple sur ces pays et sur ces alternatives pour, de façon peut-être timide dans un premier temps, essayer de sensibiliser les orpailleurs à l'utilisation de ces méthodes. Et je pense que le centre d'Ali peut évidemment énormément contribuer à ce que ces alternatives deviennent une réalité aujourd'hui, puisque vous vous battez pour qu'il n'y ait plus de mercure, justement. Pour moi, sous un angle purement économique, c'est une question davantage, on va dire, de coût d'opportunité. En interdisant aujourd'hui le mercure, en faisant une application stricto sensu de son interdiction, qu'est-ce que ça peut engendrer en termes de pertes pour l'État, en termes de rentrée, manque à gagner pour l'État, en termes de tension, de problèmes au niveau de ces localités-là. Donc je me dis que je suis pour l'interdiction, je soutiens l'interdiction parce que la majorité de ces localités-là vivent des fleuves. On lave nos enfants dans ces fleuves-là, ils prennent ces l'eau pour effectivement irriguer leurs champs avec. Beaucoup effectivement s'en servent de ça pour des usages domestiques. Mais encore une fois, en interdisant, quelles sont les alternatives crédibles tout de suite qui puissent permettre aux gens de se servir à autre chose sans pour autant faire recours à ce produit chimique qui est très dangereux. Monsieur, hormis l'aspect environnemental, il y a une autre problématique que l'orpaillage pose, d'après toutes les personnes avec qui nous avons discuté, du point de vue sécuritaire, le fait qu'on ne sache pas exactement qu'est-ce qu'on produit, où vont les fonds et tout ça. Paraît-il que ça pose un problème? J'aimerais vous entendre sur ça. L'orpaillage constitue-t-il un danger du point de vue sécuritaire? Oui, c'est même un des volets que mon projet gère d'ailleurs, c'est la traçabilité de l'or. Puisque de nos jours, il y a trop d'intervenants dans ces circuits de commerce d'or. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Il ne s'agit pas, loin de regarder dans les pays voisins tels le Burkina ou le Niger, où pratiquement 60% de ces sites d'orpaillage sont sous l'emprise des groupes armés. Donc nous, au Mali, on est situé un pays à haut risque. Donc on doit être vigilant effectivement pour ce qui concerne ces commerces autour de cette activité. Et l'État peut peut-être faire ce qu'on appelle identifier et mettre sur place un central d'achat pour effectivement contrôler ce flux d'acteurs qui tournent autour de ce secteur achat-vente d'or pour effectivement éviter, sinon on n'est pas épargné effectivement et de l'implication effectivement des groupes armés dans ce circuit vraiment de commerce d'or au Mali. Quand on sait que l'orpaillage se pratique aussi dans les zones, pour dire les choses simplement, dans les zones sensibles, je devrais même dire dans les zones à conflit, je pense notamment dans une zone comme Kidal, est-ce que ça ne complexifie pas les choses quand on parle de contrôle, quand on parle de traçabilité? Absolument, absolument. L'État n'a pas véritablement de regard sur ce qui se passe sur les sites d'orpaillage dans les zones aujourd'hui considérées comme sûres, a fortiori les zones considérées comme des zones de crise et des zones à conflit. Au-delà de ça, c'est un secteur aujourd'hui qui est vraiment sujet à tout ce qui peut être considéré comme blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il y a énormément d'études, des chiffres qui l'attestent. Et vous avez un pays aujourd'hui qui n'est pas du tout regardant sur la provenance
des produits issus de leur paillage. Vous avez les Émirats arabes unis qui n'a pas de législation contraignante en la matière et qui accepte en tout cas tout produit de n'importe quel pays. Et il y a des ONG qui ont épinglé le pays, notamment sur des minéraux en provenance des zones de conflit en RDC, au Burundi, etc., etc. Et même par rapport au cas du Mali, ce qui est produit n'est pas tracé. Il n'y a pas de traçabilité. L'État exige qu'il y ait des registres au niveau de chaque placère. Ces registres ne sont pas tenus. Ces registres ne sont absolument pas tenus et la loi n'oblige pas, on va dire, les orpailleurs à vendre leur or à la banque centrale comme ça s'est fait dans les autres pays. La personne qui a le produit de son extraction aujourd'hui est libre de vendre ces produits-là n'importe où. N'importe où. Ça revient encore une fois à la faiblesse de l'État, l'incapacité de nos structures à s'occuper de cette question comme il se doit. Il faut reconnaître également que c'est une grande industrie internationale avec des circuits qui sont très difficiles à souvent, on va dire, contrôler. Donc ce qu'on peut faire, c'est au plan local, au plan national, avant que l'or ne sorte, c'est le suivi qu'on peut faire au niveau du circuit national, je pense que c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, oui, force de reconnaître qu'il y a peu d'efforts qui sont effectivement faits à ce niveau-là. Et un dernier aspect pour chuter, c'est pour vous dire également que ces questions-là, c'est vrai, on traite secteur minier aujourd'hui, mais nous renvoie encore une fois à la structuration même de l'économie dans sa globalité. Quelle vision stratégique avons-nous aujourd'hui pour effectivement, en termes de politique sectorielle, pour chaque secteur, et faire en sorte que ces secteurs-là puissent servir mieux l'économie nationale, puisse servir mieux le budget national, puisse servir mieux la question, encore une fois, du développement local. Je pense que ce n'est pas abordé comme il se doit. On a beaucoup parlé, la question de l'État est beaucoup revenue. Nous avons bien sûr sollicité les autorités pour ce débat. Malheureusement, nous n'avons eu personne. Messieurs, on a abordé l'aspect sécuritaire avec tous les enjeux autour. Vous avez expliqué à nos téléspectateurs tous les défis qui entourent ce secteur. Si vous permettez, on va beaucoup plus parler des solutions, des pistes de solutions. Je sais que la part de l'État est certainement nombreuse, mais avant d'aborder ce sujet, je vous invite à suivre notre cas d'école qui nous amène à parler d'un partenariat qui vient d'être noué entre Marina Gold Mali et justement l'État pour transformer leurs produits localement. Ismaël Sibi est le premier Malien à se lancer dans la raffinerie d'or dans le pays en 2015. À travers son entreprise Marina Gold Mali, ce jeune entrepreneur transforme le métal jaune en lingots d'or à 99% pur, soit 24 carats. Pour construire son usine, Ismaël Sibi a investi plus de 2 milliards de francs CFA de fonds propres. La production de Marina Gold Mali repose essentiellement sur un réseau d'orpailleurs et de petites mines artisanales. En 2017, l'usine de raffinerie d'Ismaël Sibi a vendu 1,3 tonnes d'or. L'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient sont ses principaux marchés. Son centre de collecte installé près du grand marché de Bamako enregistre chaque jour des dizaines de personnes qui viennent vendre de l'or brut. Avant l'achat, l'or est pesé et analysé afin de connaître sa composition réelle. En 2018, ce centre achetait en moyenne 10 kg d'or par jour et pouvait aller jusqu'à 50 pour une capacité de dépense quotidienne de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette même année, Marina Gold Mali a signé son plus gros contrat avec des Sud-Coréens, avec qui l'entreprise s'est engagée à vendre 500 kg d'or par mois pendant plus d'1 an pour un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Afin de réduire la dépense du secteur minier national vis-à-vis de l'extérieur, notamment en matière de transformation de l'or, et dans le but d'augmenter la contribution du secteur aurifère au développement économique du pays, le vendredi 12 août 2022, l'État malien, à travers la Direction nationale de la géologie et des mines, a signé une convention de partenariat relative au raffinage de l'or au Mali avec Marina Gold Mali. Ce pacte scellé sur une période de 2 ans renouvelable s'inscrit dans le cadre de la valorisation du contenu local qui est l'une des innovations majeures du Code minier de 2019 entré en vigueur en 2020. À l'occasion de la signature de convention, Ismaël Sibi, le directeur général de Marina Gold, a déclaré que ce partenariat va permettre la création d'un réseau de petits sites miniers à caractère formel et industriel
l'évolution du statut d'artisan informel à celui d'employé ou technicien qualifié et formel pour au moins 750 personnes dont les emplois seront directs. Pour les autorités, la convention avec Marina Gold Mali va non seulement permettre de transformer une partie de l'or produite localement pour ajouter de la valeur, mais également favoriser un meilleur contrôle de l'État sur le commerce du métal précieux. Ismaël Sibi, qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau il y a pratiquement 2 ans, et il disait déjà à l'époque que le défi c'était la transformation au-delà de la production. Monsieur, je vais vous entendre sur ce projet. On a déjà une certaine production. On a cette question dont on parlait tout à l'heure, la traçabilité de l'or. L'or sort n'importe comment, on ne sait pas qui sort de l'or, tout ça. Si on peut transformer, ça peut changer les choses. Voilà encore un autre défi à relever. Khalid? Oui, en fait, c'est une initiative qui doit être saluée et on doit voir comment est-ce qu'on peut tirer davantage profit avec ce genre de partenariat. Mais ça pose la question de la transformation structurelle même de l'économie dans sa globalité. C'est-à-dire? Vous avez une économie qui a 80% consommation importée. Vous avez une économie, quand je dis consommation importée, y compris dans le service, les téléphones que nous utilisons, les habits que nous portons, les chaussures que nous nous mettons, les montres que nous nous mettons. Vous allez me dire que c'est dû effectivement à la structuration de l'économie de façon internationale, mais j'ai dit nous avons beaucoup d'atouts à l'interne, nous avons beaucoup de capacités à l'interne qui sont inexploitées, qui peuvent effectivement à travers des bonnes volontés, à travers des accompagnements meilleurs nous permettre de sortir de là. Si vous voyez dans un secteur aussi complexe, avec des méthodes aussi compliquées, mais un Malien qui arrive à s'en sortir, qui arrive à créer une entreprise qui transforme, qui raffine l'or chez nous avant que ça ne sorte. Moi, je me dis que c'est une initiative qui doit davantage inspirer les autorités dans l'accompagnement des jeunes, mais aussi et surtout les jeunes dans le sens de la formation, parce que ça manque beaucoup. Il ne suffit pas d'être accompagné, mais il faut également être bien formé. D'ailleurs, le partenariat entre l'État et la structure, il y a le volet formation. Le volet formation. Donc, je pense qu'on doit beaucoup insister sur cet aspect-là. Et oui, c'est une initiative qui, j'ose espérer, sera imitée par beaucoup d'entre nous, les jeunes. Produire, c'est bien, mais transformer, c'est encore mieux pour une plus grande plus-value, c'est ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été bien que vous avez fait passer M. Sibi. Dans le cadre de notre projet promouvoir un Mali sans mercure, on a pris exemple sur la raffinerie de M. Sibi. À titre de traçabilité, les sites pilotes que nous avons mis sur place et à Kenyeba et à Kangaba, tous leurs produits par ces coopératives vont être revendus à Marina Gold pour effectivement transformer, l'exporter. Donc, une fois là, au moins, ça permet cette traçabilité dont vous parliez. Voilà. On sait que telle personne, c'est telle zone qui a produit, c'est telle qui a transformé, et c'est l'or du Mali qui a... Et ça crée des emplois formels. Exactement. Des emplois formels qui vont payer des cotisations, qui vont payer des taxes à l'État, des emplois sûrs, et ça donne des perspectives d'évolution. Et ça évite, parce qu'on sait qu'il y a, depuis de nombreuses années, des statistiques qui ont démontré qu'il y a une forte corrélation entre effectivement le chômage et la délinquance et le terrorisme. Et on voit que là où prospèrent ces phénomènes-là, c'est effectivement les mêmes zones aussi où on a quelques zones d'orpaillage, quelques zones de mines où on peut avoir de l'or. Donc oui, une telle initiative participe à une sorte de développement local. Ils permettent à l'État également de gagner de l'argent. Ce que je voulais juste ajouter à ce niveau, ça parle un peu des règles économiques aussi. Même si M. Sibi, peut-être, il parvient à transformer, à affiner l'or, comme on le dit, à l'exportation, les taxes poseront problème. Les taxes, les 18% des taxes et aussi les taxes à l'exportation. Peut-être à l'État, pour revoir effectivement ses côtés, sinon ça risquera d'avoir un problème à ce niveau. Sibi ne pourra pas, quand il achète, transforme et revend, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, ça, c'est un autre débat que je pense qu'on aura l'occasion de mener. Soumaïla, produire, transformer, ça a toujours été le vœu pieux des Maliens, transformer la production locale. La transformation est essentielle pour un secteur aussi important. Ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des emplois, ça crée des devises et ça crée énormément d'opportunités. Le cas d'école de M. Sibi, c'est une excellente chose.
Malheureusement, je n'ai pas connaissance du contenu de l'accord qui les lie à la Direction nationale de la géologie et des mines, mais il serait intéressant aujourd'hui que M. Sibi puisse avoir, on va dire, la latitude de mettre en place les centrales d'achat préconisées par l'État sur tous les sites. Ça permet d'avoir directement une certaine présence physique, une certaine visibilité de tout ce qui est acheté, tout ce qui est revendu. Mais dans le reportage, je constate que on va dire le bureau d'achat de M. Sibi se situe à Bamako, donc c'est les orpailleurs qui doivent venir à lui. Or, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit lui qui aille vers les orpailleurs sur les sites d'exploitation. C'est peut-être un aspect qu'on a montré, et il y a d'autres aspects également qui peuvent justement permettre de mieux évoluer. Mais messieurs, pour revenir à l'orpaillage, aux défis que vous avez tous soulignés, aujourd'hui, les priorités, c'est lesquelles pour réguler ce secteur, pour rendre ce secteur beaucoup plus sûr en termes d'acteurs, qu'on sache que tel est orpailleur, tel ne l'est pas, pour que ce secteur-là se développe comme d'autres secteurs qu'on a pu voir par le passé, qui étaient dans l'informel et ces secteurs ont fini par se formaliser. Soumaïla. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations qui ont quand même été prises en compte. Priorités. C'est déjà il y a, on va dire, une espèce de jeu de chaise musicale entre les orpailleurs et l'État sur la nature des couloirs. Les couloirs donnés, en tout cas par l'État, sont considérés par les orpailleurs comme des couloirs qui ne sont pas porteurs. Et les orpailleurs lorgnent d'autres couloirs qui font probablement l'objet de permis ou de titres miniers. Donc il y a cette problématique à régler. De l'autre côté, je pense que l'État fait l'effort aujourd'hui de pousser les orpailleurs à s'organiser en coopérative. Ça, c'est une très bonne chose. Ça va permettre de régler le problème. Ça peut permettre de régler le problème si la tendance est suivie. Si les orpailleurs se retrouvent entre eux en fédération, en coopérative, en société coopérative, ça permet d'aller vers une certaine formalisation. Et cette formalisation permettra une certaine traçabilité. Et au-delà de ça, pour moi, l'autre défi, c'est vraiment la transformation. On l'a évoqué ici, c'est vraiment la transformation. Si vous avez un pays aujourd'hui qui est considéré comme un pionnier en la matière, c'est le Botswana, qui transforme localement les minerais produits sur son sol. Vous avez l'Indonésie qui excelle en la matière et qui exige que tous les minerais produits, que ce soit de façon industrielle ou artisanale, soient transformés localement. Donc il y a ce défi-là, qui peut être une opportunité à saisir et c'est extrêmement important. Il me semble qu'à ce niveau, l'État a pris des dispositions justement. Khalid Dembélé, qu'est-ce que le nouveau code minier peut changer, peut réguler dans ce désordre dont on a parlé durant une heure concernant le secteur de l'orpaillage? Je pense qu'on a parlé à la suite de ce mail-là de l'organisation en coopérative. Je pense que c'est prévu par le nouveau code minier, c'est renforcé. Je pense que ça peut effectivement aider. On a également parlé de voir comment mieux raffiner davantage l'or chez nous. Et cette politique de transformation va effectivement asseoir des dispositions légales qui va effectivement pousser les uns et les autres forcément à rentrer dans le rang et à diminuer la part de l'orpaillage informel dans l'orpaillage dans sa globalité. Mais je pense qu'il faut se poser des questions qui sont très cruciales. Pourquoi d'abord interdire? Se poser la question, on doit l'interdire parce que si on n'arrive pas à l'interdire de plus en plus... Interdire quoi? L'orpaillage informel. D'accord. L'orpaillage informel, illégal, quoi, qui n'est pas effectivement déclaré, qui n'est pas suivi. On doit parvenir à rendre ça plus formel. Mais aussi et surtout, il faut se dire que l'or est une ressource qui est épuisable. On peut aujourd'hui dire réglementer le secteur, permettre aux gens de continuer à bosser dans ce secteur-là, mais après, quand les mines-là vont s'épuiser, quand il n'y aura plus d'or, qu'est-ce qui va occuper les jeunes? Qu'est-ce qui va occuper les localités? Donc ça nous renvoie à une vision de politique de l'emploi. Ça nous renvoie à une vision de stabilité politique et sécuritaire pour davantage créer des conditions économiques et permettre à une économie de vivre comme il se doit. Donc je me dis aujourd'hui, c'est bien de discuter des solutions pour effectivement mieux encadrer ce secteur-là, pour que ça puisse être plus rentable pour l'État. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, je suis convaincu qu'on n'aura plus d'or. Quand on n'aura plus d'or, ces populations-là seront occupées par quoi?
Et je pense que c'est une question qui il y a un élément de contexte qui me paraît aussi assez important et assez intéressant à la suite de Khalil, c'est le fait d'alléger les procédures. Aujourd'hui, quand l'État dit qu'il faut telle autorisation à des orpailleurs qui n'ont jamais été à l'école, qui ne sont pas au fait de l'existence de ces autorisations-là, c'est problématique. Donc c'est à l'État de s'organiser et de créer des conditions pour qu'il y ait des renforcements de capacités à l'endroit de ces orpailleurs-là. Vous avez aussi un problème qui n'est pas des moindres, c'est le fait que on dit que c'est les collectivités territoriales qui doivent délivrer les autorisations. Or, les domaines jusque-là n'ont pas été transférés aux collectivités territoriales. Donc il y a cet imbroglio juridique qui existe, qu'il faudra corriger. Donc autant d'aspects qu'il faudra revoir pour alléger les demandes d'autorisation et permettre à ces gens-là d'être plus dans la formalité que dans une exploitation illégale. Promouvoir un Mali sans mercure, je crois que vous avez mis en place des alternatives. C'est quoi ces alternatives-là? Promouvoir un Mali sans mercure, c'est effectivement, comme le mot dit, c'est de pouvoir proposer des solutions ou des technologies de remplacement de mercure. Donc au lieu d'utiliser le mercure, vous leur proposez quoi? On leur propose des équipements, c'est vraiment des équipements mécaniques qui permettent de traiter, de séparer l'or sans qu'on ait recours aux intrants chimiques. Je voulais revenir un peu par rapport à mes prédécesseurs, par rapport aux défis. L'orpaillage aujourd'hui dans le code actuel, on attend d'abord le décret d'application. Il faut connaître que le code est un peu mieux par rapport à cette activité. Et à titre d'exemple, quand lui-même ce code-là parle de ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social qui doit être menée par les artisans miniers, ici qu'on n'est pas. Et puis ça va aller compliquer encore davantage la procédure. Et puis il faut retirer carrément cette activité des collectivités, recentrer à la DNGM, reformuler l'activité, ensuite transférer-les. Et puis il faut encore créer d'abord une structure transversale entre les États, transversale entre les différents intervenants dans le secteur pour effectivement coordonner les activités. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure au Mali qui encadre cette activité, c'est malheureux. Les gens sont étonnés quand on le dit, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vous laisse 30 secondes, mais vraiment 30 secondes pour conclure et peut-être répondre à cette question. Orpaillage, à qui profite la désorganisation du secteur, qui est justement notre thème? On va commencer par vous, Soumaïla Alla. Je dirais que, comme mot de fin, que cette désorganisation ne profite à personne, ni aux orpailleurs, ni à l'État, ni à l'économie. Et il serait aujourd'hui intéressant de, en tout cas, penser un système de régulation qui permettra de compiler, de prendre en compte tout ce qu'il y a comme défi, tout ce qu'il y a comme enjeu et qui permettra de proposer des solutions qui véritablement permettront, sur la base d'une vision stratégique, de véritablement donner au secteur sa pleine potentialité. Ça profite au désordre, ça profite à instaurer une situation économique anarchique simplement. Moi j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, à la suite de ce qu'il disait tout à l'heure, il est important que l'État soit plus courageux, que nos politiques soient plus courageux. Le courage pas dans le sens de abat qui ou abat quand, mais le courage dans le sens où voici une telle activité qui doit être encadrée, voici comment est-ce que ça doit être encadré, voici les mesures qu'il faut pour que ça soit encadré. Et je pense que c'est fait sciemment quand il dit que le code a été un peu muet. Ce n'est pas que le code a été un peu muet. Quand vous voulez prendre des mesures fortes aujourd'hui contre ces genres d'activités, il faut vous attendre effectivement à des soulèvements. Il faut vous attendre effectivement à des murmures, à des bruits. Et je ne pense pas que nos politiques actuelles soient effectivement préparées pour y faire face. Donc ils font des demi-mesurettes, ils font des demi-politiques, mais ça ne suffira pas. Donc à un moment donné, il faut un courage politique teinté de vision économique pour qu'on puisse sortir de cette situation. Ali Diarra, il vous revient le droit, la charge de conclure cette émission. L'orpaillage, comme on le dit, quand c'est mieux encadré, ça profite à tous, mais quand c'est mal encadré, c'est un manque à gagner pour nous tous également. Je l'ai dit, la recherche ou la manne financière qu'elle génère reste en grande partie au pays. Mais quelle est aujourd'hui la vision réelle de ce secteur? Moi, je me pose la question, est-ce que l'État n'a pas... J'ai l'impression que l'État veut vraiment
bannir cette activité. Puisque pendant très longtemps, l'État est resté silencieux autour de cette activité qui fait vivre des millions de personnes dans ce secteur-là. Donc, sur ce, je tenais vraiment à remercier les uns et les autres. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau d'Entrepreneurs. Je rappelle que notre thème ce soir était « Orpaillage, à qui profite la désorganisation du secteur ». Merci à Soumaïla Lala. Je rappelle que vous êtes consultant en industrie extractive. Merci également à Khalid Dembélé, économiste. Merci à notre invité principal qui n'est autre que Ali Diarra, directeur technique du projet Promouvoir un Mali sans mercure de l'ONG Pacte, qui est une ONG canadienne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.